Après, parfois, il y a des trucs où en prenant du recul, tu te dis on n'a pas été un peu con à des moments. Enfin, on est passé par des étapes où peut-être que rationnellement on aurait dû s'arrêter. C'est pas quelque chose qu'on disait aux investisseurs à ce moment-là, mais notre première levée de fonds, il nous restait moins de 100 € sur le compte, et la deuxième, il nous en restait 1000 quoi. Ah quand même. Donc, ouais, il restait. Et on a dû demander à nos employés d'attendre de se faire payer parce qu'on n'avait plus d'argent. C'était un moment vraiment très difficile parce qu'on était amis et donc il fallait se séparer d'un ami en plus du business. Oh ça je le prends mal. non, par contre ça c'est faux parce que c'est le seul truc que je sais faire. À la base, on faisait un resto avec tous nos employés où chacun devait dire à chaque personne en face une chose qu'il devait améliorer chez lui, une chose qui était bien. Il y a eu des dérapages. Il y a eu des petits dérapages, mais c'est ce qui a fait notre force depuis maintenant cette date-là. Si c'est un truc à un moment qui touche au physique, ça n'a aucun sens quoi. Non, on m'a déjà dit un truc moi. Ah ouais, ouais. Vas-y, dis, allez, tu m'as dit puisqu'on l'a dit à toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que mec c'est super chaud là maintenant. Là, tu vois, t'aurais jamais dû me poser cette question parce que là, maintenant j'aurais dû fermer ma gueule. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview BFF. Le principe, vous le connaissez, on prend les meilleurs co-founders de Belgique et on teste un peu la solidité de leur alliance, de leur union, de leur collaboration. On est aujourd'hui avec John et Sébastien de Ring Twice. Ça va les gars? Tranquille, confiant. Alors donc le principe c'est très simple, je vous pose des questions, vous répondez, vous cachez votre réponse. Ok. Et quand je le dis, vous sortez votre réponse, vous la lisez pour la caméra et puis on en parle. C'est les amours version startup. C'est exactement ça. Très simplement, Ring Twice, c'est quoi? Il y a combien de prestataires aujourd'hui sur la plateforme? On est parti. Alors votre réponse, 3, 2, 1. Alors John, tu le lis d'abord, c'est quoi? Oh merde. C'est une plateforme de partage de talents. Bien sûr, 110 000. Et toi, Ring Twice, c'est quoi? Moi j'ai mis le talent ça se partage, très proche. Ok. Et 60 000. 60 000. Alors, qui ment ici? Faut qu'on donne la bonne définition. Donc pourquoi 60 000 chez toi? Mais donc c'est ceux qui ont un profil validé. Ok. Et moi, c'est ceux qui ont un profil. En gros, c'est ceux qui se sont inscrits, ils ont peut-être pas été au bout de leur processus, etc. quoi. Ok. Et la date de votre première rencontre, c'était quand? C'était où? Ouf. Ok. Alors chez toi, tu peux nous dire ce que t'as mis? Alors moi j'ai mis LSM Conseil au cours de bourse parce que je pense qu'on s'est rencontrés avant, ce que John a mis aussi, les LSM Conseil, je pense qu'on s'est rencontrés avant, mais sans se connaître vraiment quoi. Donc LSM Conseil, c'était quoi? C'est une junior entreprise, donc c'est une entreprise gérée 100% par des étudiants qui faisaient de la consultance. Et en tout cas, on a bossé ensemble là. Donc avant de faire Ring Twice, enfin Ellis Minute à l'époque, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Après les cours de bourse, maintenant que tu le dis, c'est pas impossible qu'on ait participé à ces cours ensemble. Et Ellis Minute, il est né à l'époque, on peut dire Ellis Minute à ce moment-là? Non, plus tard. Non, plus tard. Ok, quand? 2012. Ah ouais, de 4 ans plus tard, ok. C'est qui le plus bosseur des deux? C'était très rapide pour les deux, vas-y. Des faillots. C'est clairement lui qui bosse le plus chez Ring Twice. Moi j'ai du mal à lâcher parce que j'ai pas envie de lâcher, mais Scoop c'est impossible qu'il lâche. Genre tu sais que tu peux lui demander quoi que ce soit quand tu veux, il peut être en... peut-être bientôt, j'en sais rien, en voyage de noces, j'en sais rien, il sera là quoi. Ce qui est pas toujours... Enfin voilà, mais... Je pense que c'est pas totalement sain, ce serait bien de s'en séparer, mais c'est tellement notre bébé que c'est difficile de s'en séparer. Et dans le privé, on comprend ça? Les gens avec qui, je sais pas s'il y a une famille, tu vois? C'est pas toujours facile, il faut trouver le bon équilibre. Et comment tu fais? Pour trouver l'équilibre? Ouais. On fait des compromis de temps en temps. On se fait taper sur les doigts. La compétence de l'autre où il est le meilleur au niveau business? Ok. Vous pouvez montrer la caméra? Hop. Alors Sébastien, t'as mis quoi? Moi j'ai mis la communication externe, donc gérer les deals, les partenaires. John est vraiment très bon en présentation, à convaincre les gens. Et la force tranquille. Ouais, raconte, dis-nous un peu plus. Scoob, c'est tu peux avoir, allez, je crois que dans la vie d'une startup, tu as d'office des hauts et des bas et beaucoup de turbulences. Lui, pas. Même quand il y a des trucs qui sont plus difficiles, il reste très neutre par rapport à... Il prend toujours le temps d'analyser la situation et d'avoir les bons arguments. Donc, Cool. La compétence business où l'autre est le plus nul. Mais nul quoi. ouais, je vais... Et on dit beaucoup Scoom parce que tu t'appelles? Sébastien Skouman. Exact. Allez-y, allez-y. Oh, ça je le prends mal. non, par contre ça c'est faux parce que c'est le seul truc que je sais faire. Parce que John dit toujours que c'est le meilleur en SQL, il pense qu'il est le meilleur. Et non. Et non. Non. Il t'a donné quoi? Le sales, parce que Tout est vrai. voilà. Enfin, je suis pas du tout un sales. Ok.
C'est quoi le moment le plus dur que vous ayez à vivre entre cofondateurs? Allez-y. Yep. Séparation avec Alexis, séparation Alexis. Je pense qu'on est d'accord. Qui nous raconte, vas-y raconte-nous un peu. Ouais, bah donc en fait c'était quand on a dû se séparer donc d'Alexis à un moment donné où nos visions de la boîte allaient dans des directions différentes. C'était juste pour me dire, la boîte avait été déjà lancée, c'était quand dans le... Alors si je dis pas de bêtises, c'était 3 ans après, donc Ok. 2015, un peu, enfin fin 2014, chose comme ça. Et donc nos visions n'allaient plus dans le même sens. On était à l'époque en B2B et en B2C. Alexis était plus responsable du B2B. Et le B2B, on s'était dit, on se défocus trop au niveau business, il faut qu'on revienne au B2C. Et donc à ce moment-là, on a décidé de se séparer. C'était un moment vraiment très difficile parce qu'on était amis. Et donc il fallait se séparer d'un ami en plus du business. Et donc ça n'a pas été un moment facile à faire. Ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'il y a eu vraiment, je pense, un énorme manque de communication parce que à partir du moment où on prenait pas suffisamment le temps de s'aligner pour se dire, bah, tiens, en fait, c'est quoi nos visions? Et puis on se rend compte de par le comportement de chacun et pas de l'un ou de l'autre, mais il y en a qui vont mettre plus de focus sur quelque chose et moins croire dans autre chose, etc. Donc il y a vraiment eu un moment, et je pense que tous les problèmes, que ce soit dans la vie professionnelle ou privée, viennent d'un problème de communication, quoi, vraiment. Et si tu es bien transparent et clair, il y a beaucoup moins de soucis. Moi, avec Alexis, on s'engueulait entre guillemets souvent, mais pas jamais méchamment, mais on est deux personnes avec des caractères plus à s'engueuler ou à plus être confrontant, là où Scoom est plus, comme je disais, la force tranquille, quoi, c'est plus calme. Et là, je pense qu'on a eu énormément de chance que Alexis, avec qui on se réentend super bien, est quelqu'un de très 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 malin et qui a le première chose qu'il a dit, c'est moi, je veux pas que ça foute la merde non plus pour la boîte, quoi. Genre voilà. S'il est plus là, d'après lui, il y a moins de chances que ça fonctionne. Et donc, on a réussi à trouver rapidement un terrain d'entente, assez rapidement quand même, un terrain d'entente pour que lui puisse récupérer l'argent qu'il avait mis à la base et sortir complètement de l'actionnariat. Et ça, je pense que c'était une bonne solution. Je vous interromps juste 2 secondes. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si tu veux nous aider à ce que le projet cartonne, vraiment tu n'hésites pas, tu t'abonnes, commentaire, active la cloche. Ça a l'air de rien, mais ça change tout pour nous. Pas besoin d'argent, pas de virement bancaire, des petits clics et c'est la fête, quoi. Merci beaucoup. Date à laquelle vous avez su que Ring Twice allait être un succès. La date. Pas l'année, la date. Donc tu définis Ring Twice comme un succès. Ça, c'est toi qui Dans vas ta répondre dans... Allez-y. Mars-avril 2020. Ok, ça j'adore cette question. On est en février 2015, ici on est en mars-avril 2020. Ouais. Donc on sait déjà qu'il y en a qui croient beaucoup moins à la boîte que l'autre. Vas-y toi, pourquoi 2015? Recrutement de notre premier employé. Ok. Et c'était la première création d'emploi et où moi je m'étais toujours dit aussi que ce serait ma première fierté de se dire ok, on fait pas juste un truc pour nous, mais on arrive à créer de la valeur qui crée finalement un emploi derrière. Pour moi, c'était donc la période de Covid, donc mars 2020 de lockdown, où là on s'est rendu compte en fait à quel point on avait une communauté de malades chez Ring Twice et qu'on avait une force de dingue et que à ce moment-là je me suis dit il peut nous arriver n'importe quoi, on est tellement une communauté de fous et une équipe de fous qu'on va pouvoir pivoter s'il faut pivoter ou faire autre chose. Et qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu dis qu'il y a une communauté de fous? Donc à ce moment-là, on a fait plein d'initiatives en relation avec le Covid. Donc on a fait beaucoup de choses au niveau bénévole où tous nos prestataires sont venus nous dire tiens, on a envie de faire des services pour aider les gens. Et donc on a mis en place, grâce à notre communauté, plein d'aides au niveau Covid. On a fait aussi tous des masques, etc. Donc on a fait vraiment beaucoup de choses qui a montré la force de la communauté et de notre équipe parce qu'on a travaillé comme des acharnés pour mettre en place ces nouvelles choses à ce moment-là. C'est quoi le facteur chez vous le plus important qui fait qu'on peut quand même dire que c'est un succès aujourd'hui par ce top 10 en termes de croissance, par ses nombres d'employés, par ses nombres de prestataires qu'elle a et tout? Easy. Allez-y. Ok, vas-y, toi, commence pour une fois. L'impact, parce que pour moi c'est un truc qui est super important dans notre boîte, c'est que tu n'as pas seulement un impact sur ce qui va être mis en ligne ou pas, c'est que tu as vraiment un impact sur la vie de ton utilisateur. Nous, on a des gars qui viennent nous déposer une bouteille de vin ou des chocolats au bureau pour dire ça, vous avez changé ma vie. Je suis devenu indépendant, j'ai créé mon propre emploi, on fait des events avec nos prestataires, t'en as qui... Une dame qui commence à expliquer qu'elle met de côté pour aller voir sa fille qui étudie au Canada et que sans ça elle pourrait pas le faire, tu vois. Et ça c'est un truc qui, je pense, qui me drive personnellement, mais qui drive aussi l'équipe. Donc oui.
Je suis tout à fait d'accord avec John, mais je pense aussi que l'équipe et la culture est quelque chose de très fort chez nous et qui est lié un peu à ta question précédente où on a eu le conflit avec un de nos cofondateurs. Depuis ce jour-là, on s'est rendu compte que la communication et la culture étaient très importantes et on a mis énormément d'efforts dans tout ce qui était RH, culture chez Ring Twice. Et on est vraiment fiers de ça. Prends l'exemple d'un effort que vous faites qui est plutôt le plus signifiant, le plus impactant pour… Un truc qu'on fait qui est assez atypique, on va dire, c'est ce qu'on appelle le resto RH, où en fait, à la base, on faisait un resto avec tous nos employés, où chacun devait dire à chaque personne en face une chose qu'il devait améliorer chez lui, une chose qui était bien. Vraiment donner et vraiment carte sur table pour éviter les non-dits, etc. Parce qu'on sait que dans les entreprises, les non-dits, c'est ce qui casse tout. Et ça dérape jamais, ça? Alors ça peut déraper un peu, mais il y a eu des dérapages. Il y a eu des petits dérapages, mais c'est ce qui a fait notre force depuis maintenant cette date-là, où vraiment on n'a plus des non-dits, on n'a plus des choses qui peuvent partir comme ça si on ne dit plus rien pendant 6 mois. Et je pense que c'est un truc un peu atypique qu'on fait depuis très longtemps. Ouais. Normalement, c'est tous les 6 mois, ça dépend un peu maintenant les périodes, parce qu'on devient beaucoup, ça devient un peu plus difficile de le faire souvent, mais on essaie tous les 6 mois de le faire. Mais soyons honnêtes, parfois ça doit être, il doit y avoir des choses dures qui se disent quand même. Ah oui, c'est le but de dire les choses difficiles à dire à ce moment-là. S'il y en a, il faut le dire à ce moment-là, c'est le but. Ouais, c'est de donner aussi un moment pour, en fait, où tu es prêt à tout entendre et donc tu peux tout dire entre guillemets. C'est parce que bon, c'est vrai qu'avec le Covid et tout, c'est effectivement un peu plutôt les 6 mois, mais idéalement on devrait faire ça beaucoup plus souvent et idéalement tu as même une culture où les gens peuvent tout se dire tout le temps, mais je pense que tu as besoin de mettre des moments en place qui le sont et ce qu'on me dit ici avec ce qu'on a, c'était vraiment clairement le moment le plus difficile qu'on a eu, c'était la séparation avec Alexis, mais c'est aussi le moment où on a le plus appris et qui fait qu'on a la culture qu'on a à l'heure actuelle. Et je suis convaincu que les ressources humaines, c'est le point où les startups investissent le moins, enfin, ou en tout cas qui est le plus sous-estimé dans les startups. Parce que c'est pas un truc qui a un impact, enfin, justement sur ton chiffre d'affaires direct, bon, l'impact c'est important, hein, mais c'est pas parce que tu investis 1 euro que tu vas avoir 1 euro demain en plus. Mais en fait, c'est un coût d'opportunité gigantesque si tu ne le fais pas, parce que ça peut coûter, même pas financièrement, mais même en termes d'ambiance, et l'un dans l'autre, finalement, ça revient à du financier aussi. Ouais, c'est énorme. Donc je pense vraiment que c'est un des trucs qu'on a le plus appris, et les restos RH en font partie. Mais nous, une de nos valeurs, c'est ouvert d'esprit. Hein. Et tu as intérêt, parce que si tu ne viens pas ouvert d'esprit à un truc comme ça… Ok, c'est quoi le plus gros défi aujourd'hui pour Ring Twice? Cherchez un peu. Tu peux montrer? Donc j'ai mis international, je pense que c'est vraiment le plus gros défi qu'on va avoir dans les prochaines années. C'est vraiment de pouvoir dupliquer notre concept sur d'autres pays. On sait que notre concept n'est pas facile légalement. Dans chaque pays, il y a des législations, des choses comme ça. Donc ça va être un gros défi. On a essayé déjà avec Paris, on n'a pas réussi, on est revenu en arrière en Belgique. Donc je pense que ça va être le plus gros défi. Et c'est pour bientôt ça, non? Vous voulez pas vous lancer bientôt? Faire gaffe à ce qui est mis dans la presse parfois, mais ouais, non, c'est vrai. Mais en fait, il reste des questions comme Discom aussi. Nous, on a essayé de se développer à Paris, on s'est planté. Et je pense que typiquement l'international, c'est un truc où quand tu penses que tu es prêt, tu es peut-être prêt, mais tu l'es peut-être pas. Souvent, tu l'es pas. Mais quand tu n'es pas sûr d'être prêt, c'est que tu es d'office pas prêt. Et nous, je pense aujourd'hui, on n'est pas encore complètement prêt. Et si on n'avait pas eu l'expérience qu'on avait eue à Paris à l'époque, on penserait être prêt aujourd'hui, ça j'en suis convaincu. Et typiquement, on est à fond pour aller à l'international à plutôt court que long terme, mais il reste quelque chose à craquer. Et en fait, pour moi, voilà, le défi à moyen terme, c'est plutôt l'international. Aujourd'hui, il faut craquer ça pour pouvoir aller à l'international. Les gens utilisent plus, ouais. Plus souvent. Donc on a changé de business model il y a 2 ans maintenant, et on doit changer l'image que les gens ont, qui reste. Ok, à l'époque, List Minute était très ponctuel. En dernière minute, je vais me débarrasser de ma tâche. Oui. Aujourd'hui, Ring Twice, c'est le moment de rencontre entre ton client et ton prestataire. À chaque fois que tu as été livré un sapin, tu t'as sonné à la porte pour dire que tu étais là, tu vois. Et c'est vraiment ce premier… non mais… Ça, j'espère bien. mais donc c'est ça, mais donc c'est le premier moment d'interaction qu'il y a entre ton client et ton prestataire. Et donc c'est le moment de cette relation. Et donc c'est pas juste pour… Quand il y a un problème, en last minute, tu voudrais que ce soit… Voilà, moi je sais pas, on n'est pas là pour régler des problèmes, on est là pour montrer des solutions. Et en fait, tu as un pool de talents à 500 mètres de chez toi qui sont des super guitaristes ou des super je sais pas quoi, et il y en a un qui fait des claquettes et puis l'autre qui va être un super plombier. Et en fait, tu dois savoir que tu as une communauté de gens qui sont prêts à te rendre service. Et donc, c'est un mindset différent et il faut encore qu'on craque ça dans la tête des gens. Est-ce que votre résilience,
Est-ce que votre côté diesel, un peu, hein, vous n'êtes pas les scale-up qui lèvent 30, puis 40, puis 50, vous puissants, c'est votre plus grande force, votre plus grande faiblesse, vous répondez ça, puis on en parle après. C'est une bonne question. On est d'accord. Ouais, mais je suis mitigé, mais ouais, je suis d'accord, mais je suis mitigé. C'est notre plus grande force parce que sans ça, on serait plus là. Donc, On serait pas là pour parler si on n'était pas résilient. Ouais, donc ça, je pense que oui. Après, parfois, il y a des trucs où en prenant du recul, tu te dis, on n'a pas été un peu con à des moments, enfin, de continuer sur certaines choses et peut-être qu'on aurait pu faire d'autres choses. Mais après, allez, maintenant, c'est facile de dire aujourd'hui, c'est notre plus grande force parce qu'on en est encore là. Mais il y a un moment où je verrais quelqu'un d'autre faire ça, je dirais à un moment, on fait autre chose, quoi. Donc, on est passé par des étapes où peut-être que rationnellement, on aurait dû s'arrêter. On aurait dit quoi? L'erreur ou le projet, tu veux dire? Le projet. Ah oui, parce que c'était le moment. On est passé 2 fois à la limite de la faillite. Okay. 2 fois, on a tenu. Et si on n'avait pas tenu, ça aurait été fini. Et comment vous avez tenu? Ça avait fait ça. Parce que c'est ça, est-ce que c'est l'image là, vous êtes le roi de la maîtrise des coûts? Je crois que c'est dû un peu à notre historique. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on disait aux investisseurs à ce moment-là, mais notre première levée de fonds, il nous restait moins de 100 € sur le compte, et la deuxième, il nous en restait 1000, quoi. Ah, quand même. Donc, ouais, il restait. Et on a dû limite, demander à nos employés d'attendre de se faire payer parce qu'on n'avait plus d'argent. Donc ça a été limite à un moment donné. Et les gens sont partis, sont restés? Non, ils ont dit. John, tu peux expliquer, mais je pense. Ils ont pas laissé terminer la phrase. Et on n'a pas fini la phrase, ils ont tous dit on est avec vous. Ouais. Jusque lundi. J'ai en tout cas. C'est quoi le moment le plus dur que vous avez vécu? Vraiment, il y en a eu vraiment beaucoup là, des moments difficiles. Mais le plus dur, ouais. Allez-y. Hop. Christian, t'as écrit quoi toi? Donc j'ai mis Covid et le changement de loi fin 2020. Ouais, j'ai mis la même chose. Rappelle d'abord ce qui s'est La passé. situation, en gros, c'était en 2016, il y a eu une nouvelle loi qui a vu le jour, enfin qui a été votée, qui est rentrée en vigueur en 2017, pour dire que les gens pouvaient gagner jusqu'à 5 000 € par an en payant 10% de taxes. Effectivement, on a beaucoup participé à la rédaction de cette loi, etc. Et on en était très satisfaits. Et puis, il y a eu une évolution de la loi en 2018 qui disait que le plafond montait à 6 000 € et que c'était complètement défiscalisé. Donc c'était 0% d'impôt plutôt que les 10%. Et ça, on a eu ça en 2018. Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé en Mars 2020. Mars 2020, ouais, je me perds dans les dates. Et ça, c'était genre mi-mars. Et début avril, t'as la Cour constitutionnelle qui annule la loi qui disait qu'il pouvait gagner avec 0% d'impôt. Et donc là, tu te prends vraiment une deuxième balle dans le deuxième genou. Enfin, non, mais là, t'étais vraiment. Là, tu te poses la question de dire pourquoi est-ce que je fais ça, quoi. Votre moment le plus heureux que vous avez vécu chez les Boys? Et un moment précis, hein. Pas l'équipe, on adore ça, on s'aime bien. Non, un moment très précis. Vous en priez, allez-y. Dernier retournement de Ah, page. j'ai cru qu'il était vide. J'étais là, putain, le salaud. T'as écrit quoi, toi? Alors moi j'ai mis la communauté bénévole Covid. Et toi? Moi, j'ai mis le team building en Italie. À l'époque, je pense qu'on était une quinzaine. C'était avant le Covid. Et on est parti à Rome, enfin dans une villa près de Rome. Donc, et on a pris l'avion. Mais franchement, c'était un moment où tu voyais en fait ce groupe de 15 personnes, ou presque, partir prendre l'avion ensemble, genre en mode colonie de vacances. Ouais, et je me suis dit, c'est quand même solide. Enfin, on a quand même construit un chouette truc, quoi, tu vois. Et on est parti, on a loué des voitures. Enfin, c'était un scandale, ce truc. On s'est très très bien marré, on a un peu bossé aussi. Mais bon, c'est sûr que ce qu'on en retient, c'est pas l'output des workshops à ce moment-là, quoi. Ouais, moi, pour rebondir là-dessus, c'est aussi fierté de se dire que tout ce qu'on avait créé pendant toutes ces années a pu rendre des gens heureux et on a pu vraiment capitaliser là-dessus. Et nous, on bossait les samedis, dimanches, on avait des bénévoles au téléphone pour les aider. Et tu avais parfois des gens en pleurs, enfin vraiment qui étaient là. Vous changez ma vie, merci d'être là pour nous, etc. Et donc ça m'a vraiment un moment qui m'a rendu heureux dans une période vraiment morose à l'époque. Tout ce qu'on avait pu construire pour arriver là, ouais. C'est quand même des gens mignons, quoi. C'est c'est bisounours, mais c'est aller dans un bon sens, quoi. Tu vois, ils sont sympas, ces gars. C'est quoi les questions dures que j'ai pas posées? Une question dure que j'ai pas posée. Il y a peut-être des trucs où tu vois, genre resto RH. Si t'avais réussi à me faire cracher un truc, ouais, ça aurait été plus délicat.
Non, non. Bah, raconte un truc. Mais ça t'enlève pas le nom, tu dis pas le prénom de la personne. Hein, Non, non, mais pas... si c'est un truc à un moment qui touche au physique, ça n'a aucun sens, quoi, tu vois. Il y a eu ça. Oui, ça a peut-être. Toi, ouais. toi, t'as dit Non. un truc. Non, on m'a déjà dit un truc, moi. Ah ouais, Vas-y, dis, allez, tu m'as dit puisqu'on l'a dit à toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Mec, c'est super chaud là maintenant. Là, tu vois, t'aurais jamais dû me poser cette sous-question parce que là maintenant j'aurais dû fermer ma gueule. Non, parce qu'en plus je l'ai pas mal pris. Pas trop. C'était genre faire gaffe, genre à un moment, je sais pas, c'était l'été ou je sais plus, mais peut-être je sentais un peu la transe quoi. Incroyable. Mec, que tu l'aies dit là comme ça, Ouais, c'est vraiment. C'était pas le moment le plus. Mais bon. Avant de se quitter, pourquoi il faut s'abonner à Startup Vie, la chaîne? Sébastien d'abord. Pour avoir les meilleures anecdotes des startups en Belgique. Ok. Parce que Startup Vie, c'est la vie. Allez, c'est bon ça, mais oui, Attends. oui. Tu t'abonnes, tu commentes, tu mets la cloche, tout ça, vraiment, c'est ce qu'il nous faut pour grandir et ça nous aide. Les gars, un grand merci pour l'interview. Merci Et à toi. à bientôt, quoi. Ouais. À très vite. À plus. Ciao, ciao.